La caisse a failli s'envoler ce vendredi matin. Dans le tabac-presse Leichnam, rue de l'Église, au centre-ville de Sarreguemines, le gérant constate les dégâts au niveau du comptoir arraché. En plein jour, un homme vêtu d'orange a fait irruption dans le tabac-presse. Armé d'un couteau, il arrache la caisse et tente de repartir avec, mais l'intervention d'un client l'en empêche, il prend la fuite. Quelques heures après les faits, le gérant du tabac-presse a voulu témoigner sur cette tentative de braquage. Il y avait madame, donc mon épouse, et une employée qui était là en caisse. Et on voit madame qui crie, elle dit oh non, parce qu'elle voit qu'il est masqué, donc elle a tout de suite compris. Et il s'est dirigé vers la caisse, a essayé d'emmener la caisse, il n'a pas vu. Bon, elle était relativement bien fixée. Bon, vous avez eu un couteau long comme ça, il y a de quoi faire peur. Enfin, il a cassé du mobilier. Et puis, ma fameuse caisse, et vous savez quel âge elle a, cette caisse? Combien de durée de fonctionnement? Non, dites-moi. Vendredi dernier, elle est toute neuve. Donc neuve, de chez neuve. Deux caisses comme ça vaut 6 500, 7 000 euros. Mon assureur a proposé une aide psychologique pour les filles. Et j'attends des nouvelles aussi de la police scientifique qui est venue, parce qu'apparemment, il n'était pas ganté. Alors ça m'a étonné parce qu'il avait... C'était quand même relativement bien préparé. C'est quelqu'un qui, on le voit, qui met un carton pour bloquer la porte automatique, l'ouverture et la fermeture de la porte automatique, de manière à pouvoir partir plus rapidement. Donc c'est quelqu'un qui connaît les lieux. Donc de toute façon, les braquages des bureaux de tabac, je suis pas le premier, je suis pas le dernier. J'ai mon ami qui a eu 2 braquages et 2 cambriolages, qui est buraliste aussi. Et bon, il y en a un peu ras-le-bol de cette insécurité qu'on vit mal, parce que le gouvernement y est pour quelque chose. Et oui, le prix des cigarettes, c'est cher en France. Ces dernières années, plusieurs tabac-presse du secteur de Sarreguemines et même côté allemand ont été visés par des braquages ou tentatives de braquage. Le commerçant va déposer plainte ces prochaines heures. Ça tourne, action! Ces collégiens sont en plein tournage de leur court-métrage de prévention contre le harcèlement scolaire. Ce projet de vidéo au sein du collège Jean Settlinger de Rohrbach est organisé pour la 2e année consécutive. La quinzaine d'élèves participants sont des ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement. J'ai choisi d'être ambassadrice parce que mon frère se faisait harceler dans le temps et c'est moi qui ai réussi à résoudre l'affaire. Quand j'étais petite, je me faisais aussi harceler, alors j'en ai parlé et depuis, du coup, ça va mieux. Pour les élèves ambassadeurs, réaliser cette vidéo est important. Je trouve ça que c'est très important, comme ça on peut montrer quand même au public qu'est-ce que ça peut faire d'être harcelé, les sentiments de la personne et aussi comment on peut y remédier, que parler c'est très important. Cette vidéo ne sera pas seulement utilisée dans l'établissement, mais aussi dans le cadre d'un concours. On participe au concours non harcèlement. C'est un concours national où chaque établissement du second degré doit faire une vidéo ou une affiche. Et on fait sur un terme, sur le harcèlement ou sur des thèmes spécifiques. Donc là, comme les violences sexistes ou sexuelles. Puis après, on est sélectionné soit de manière en régional, soit en national. Et on peut remporter des prix et des petites aides financières. Pour la vidéo devant durer maximum 2 minutes, les élèves ont choisi le thème des violences sexistes et sexuelles. On parle de l'histoire de Alexa qui subit des violences sexistes et sexuelles parce qu'elle a une autre orientation. Le personnage principal, elle va en parler à son journal intime. Elle va voir qu'il y a plusieurs autres issues que de rester seule. Elle va en parler aux ambassadeurs dans son établissement et elle va contacter le 3018 pour leur en parler, pour avoir des conseils, etc. À la fin, elle va aller mieux. Les élèves ont pu participer à toutes les étapes de création du court-métrage grâce à l'aide d'un parent d'élève et membre de Mosaïque Cristal, Marc Huder. Ici, on ne s'échange pas des cartes à collectionner, mais bien des graines. L'association Les Amis du potager de Hambach a organisé son tout premier troc-graines dans une salle du gymnase de la commune. Un rendez-vous où les passionnés de jardinage ont pu se rencontrer. C'est l'occasion un peu de donner son surplus et d'avoir éventuellement des graines d'autres variétés, d'autres personnes. Donc effectivement, et ça permet d'avoir toujours un
un renouvellement de graines sans avoir à passer forcément par la case magasin. On fait notre potager à la maison, en tout cas on essaye. Et c'est en échangeant avec les gens qui ont la même passion qu'on puisse apprendre une nouvelle technique. Et vu que c'est à propos des semences, on voudrait avoir des variétés qui ne trouvent pas dans les magasins forcément. L'idée est d'apporter ses propres graines pour en récupérer d'autres du stock de l'association. C'était l'occasion de découvrir certaines semences rares, notamment des anciennes variétés de tomates. Pour les amis du potager, c'est aussi un moyen de se faire connaître. On est très contente de la fréquentation pour cette première édition. On avait encore des parcelles aussi disponibles au jardin. Donc voilà, il y a des personnes qui ont pris rendez-vous pour venir les visiter. Donc ça donne aussi une belle visibilité à notre association. Les visiteurs ont eu le choix entre une multitude de graines de légumes et de fleurs. L'association organisera d'autres activités, ateliers et événements durant l'année. Continuer d'investir pour être compétitif et maintenir son activité. Aujourd'hui, la scierie Leichnam à Bitche a un chiffre d'affaires de plus de 1 680 000 €, soit 63% de plus par rapport à 2017. Le site s'étend sur 2 hectares et s'approvisionne en hêtres dans un rayon de moins de 100 km. Depuis 2018, c'est plus de 985 000 € qui ont été déjà investis dans du matériel avec l'obtention de plusieurs subventions. L'entreprise est en train de chiffrer des nouveaux investissements qui pourraient atteindre 800 000 € avec un système d'aspiration, une écorceuse ou encore des hangars. Quand on investit, c'est des investissements très onéreux. Et si on n'investit pas, les machines sont vieillissantes et du coup, les entreprises sont moins compétitives. On investit, alors pas tout en même temps, mais tous les ans, on essaye de changer l'une ou l'autre machine justement pour rester compétitif et pour faire perdurer et garder les 15 emplois. Impossible n'est ni Mosellan ni du Beacherland. On trouve ici des femmes, parce que c'est une femme qui est à la direction de cette scierie, qui s'investissent. Le message, et ce que j'ai trouvé, c'est surtout de la confiance. Surtout de la confiance sur le fait que, oui, on peut entreprendre dans nos ruralités, sans nier les difficultés, parce qu'il faut être lucide. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Wassim Kamel, est venu découvrir cette entreprise familiale. Elle était à la base une entreprise de transport créée à Breidenbach en 1964. Elle a repris la scierie en 1979. Le hêtre provient à 85% de l'ONF et 15% de son homologue allemand, le Forstamt. Du fait qu'il y a de moins en moins de scieries, le marché est moins tendu par rapport à il y a 3-4 ans. Mais le souci qui se pose, justement, c'est le dépérissement du hêtre lié au réchauffement climatique. Donc le hêtre, il n'aime pas la chaleur, il a besoin d'eau. Donc les étés très secs, c'est difficile pour le hêtre. Et du coup, une partie, surtout les vieux bois, ils dépérissent et ils meurent. La scierie produit du bois de calage et des carrelets en exportant en France et dans quelques pays en Europe. Elle a récemment trouvé un nouveau marché, celui des traverses de chemin de fer en bois pour les pays nordiques. Et elle se développe aussi dans le bois de chauffage. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitche et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, toute la journée de demain, le ciel sera bien encombré, mais quelques éclaircies se forment permettant des percées du soleil. Côté température, les minimales iront de -3 à -1 degré et les maximales de 4 à 5 degrés. Demain, nous fêtons les pôles et il fera jour de 8h14 à 17h20. On gagnera 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Bienvenue dans ce nouveau numéro en immersion. Aujourd'hui, je suis à Leadership à la ferme Affable, créée en 2020 par Johan et Lorraine. Ils sont en pleine préparation pour le marché de Meisenthal cet après-midi. Alors, je vais voir si je peux leur donner un petit coup de main et en même temps découvrir les coulisses de leur exploitation. Suivez-moi.
Merci beaucoup de m'accueillir dans la ferme Affable aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est prévu au programme ? Eh ben, bienvenue chez nous. Donc, la ferme Affable, c'est une ferme un peu particulière. On est tout petit et aujourd'hui, on va récolter des légumes pour le marché à Meisenthal, où il y a entre 50 et 100 personnes qui vont venir chercher leur victuailles. Ok, donc il y a du boulot, j'imagine. Ouais. Bah, je me suis levé à 4h30, 5h, je ne sais plus exactement. Et j'ai récolté d'abord avec la lampe frontale. Je me suis fait doucher, comme vous pouvez voir. Ok. Et là, ça va, il fait jour et il pleut plus, donc ça va aller. Ok, bah, je suis là pour te donner un petit coup de main aussi, pour t'aider. Cool. Et ben là, on va aller récolter, si ça te va, les choux-fleurs et les brocolis. Ouais. Alors, bon, aujourd'hui, tu es venu le bonjour. Ça va être du maraîchage, du vrai maraîchage bien mouillé, bien comme on aime. Bah, parfait. Let's go. Bah, tu peux prendre ces 2 caisses si tu veux. Merci. Moi, je prends ces 2. Et puis, c'est parti. C'est parti. Ça fait combien de temps qu'elle est ouverte, cette ferme ? Depuis 2020, donc ça fait 5 ans et 6 saisons, puisque les saisons, c'est toujours en décalé. On a fait la saison 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. D'accord. 2025. Donc c'est assez récent finalement. C'est très récent et il y a 5 ans, tout était de l'herbe, comme sur ce qu'on marche, quoi. Ok. Donc c'est vous qui avez tout créé Ouais, la première fois, je suis venu avec mon père et une pelle. Et on a galéré, et heureusement, l'agriculteur voisin il nous a un petit peu aidé avec son tracteur quand même pour au moins casser l'herbe et nous permettre après d'utiliser la pelle. D'accord. Donc là, c'est la toute première série qu'on a plantée début juin. Et donc là, elle est prête à récolter. On a tout à gauche, là, on a des choux pointus. Là, on a 2 fois des brocolis et ensuite des choux-fleurs. Et donc l'idée, c'est de prendre tout ce qui a vraiment une bonne taille et qui fait un peu plus de 15 cm de diamètre. Et il faut faire attention parce que les brocolis, après, ça fleurit. Donc nous, ce qu'on essaye d'avoir, c'est la pomme dense. Donc on a 48 heures pour les récolter. Sinon, ils s'ouvrent, ils sont encore mangeables, ils sont encore bons, mais ils sont moins beaux. D'accord. Et donc, comme tu peux voir, chez nous, c'est hyper dense. Donc, il y a juste la place pour passer à la main. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Nous, on n'a pas de machine et tout ça. Donc, ça a l'avantage qu'au mètre carré, on récolte beaucoup plus. Ça a l'inconvénient qu'il faut tout faire à la main, qu'il faut avoir envie de bosser, parce que là, il y a 0 tracteur qui peut rentrer, il y a 0 machine qui rentre, quoi. Mais c'était une volonté dès le départ de justement faire comme ça, travailler de cette manière. Ouais. Ben, moi, j'apprécie. J'ai besoin de quelque chose de nerveux. J'ai beaucoup trop d'énergie à revendre. Et Lorraine aussi, elle adore ça. Et puis après, c'est une question de financement aussi. On a commencé avec rien. Un tracteur, ça coûte de l'argent. Voilà, donc du coup, là, on a commencé avec des outils qu'on a récupérés dans les greniers, chez les gens. Donc voilà, et puis après, là, ce qui est chouette, c'est que du coup, ça nous permet vraiment de... tu vois, là, tu as vu le nombre de brocolis qu'on peut récolter. Et voilà, mais c'est sûr que c'est une autre manière de faire. Alors, tu m'entendras jamais dire que c'est mieux que ce qu'ils font les autres. Hein. Travailler avec un tracteur, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de bien ou de mal, quoi. C'est juste une manière de faire. Et du coup, tu parlais de Lorraine, c'est ta compagne avec qui tu as créé cet endroit, c'est ça ? C'est ça, ouais. Qui est bien plus douée que moi. Du coup, tu as capté le truc. Donc, on va prendre tout ce qui fait plus que 15 cm. Alors, les maraîchers, ils utilisent tout le temps leurs mains, ça c'est 20. Donc, 15, ça va être plutôt comme ça. Voilà, tout ce qui est plus gros que ça, on prend. Donc là, tu vois, là, on est plus gros. Et on va prendre à peu près à 20 cm en dessous. Donc, tu peux couper à cette distance. Il faut un peu de tige parce que les gens, ils aiment bien faire de la soupe avec. Ah oui. Là, je te tiens le couteau si tu veux quand on enlève les feuilles. Voilà. D'habitude, ça, je fais tout seul. Ah oui. C'est quand même mieux à 2. Ça fait du boulot. Je dois tirer la caisse en même temps, quoi. Vous êtes combien à travailler ici ? Alors, on est 3. Donc, il y a Lorraine, ma compagne, moi-même et Gilles, notre salarié. Voilà, donc maintenant, on va changer de cible. On va prendre les choux-fleurs. Donc les choux-fleurs, c'est le même principe. Donc là, on va prendre les très gros aussi. Et là, tu peux voir une limace qui est en train de voler notre gagne-pain. Alors, je vais l'enlever. Et après ça, on va le rincer, bien sûr. Donc là, il faut écraser les feuilles pour libérer le chou. Et ensuite, là, c'est un peu plus technique. Enfin, technique, il faut venir couper en dessous. Et voilà. Donc celui-là, il est de très belle taille. Il est bien dense, bien fermé, bien blanc. Juste dommage qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à croquer dedans. Elle avait un petit creux. Comme dit la fable de La Fontaine, c'est la nature, il faut partager.
Et donc là, pareil, on va uniquement chercher ceux qui sont gros. Et du coup, tu le disais, ici, tu n'as pas de frigo, donc vraiment, tu récoltes en fonction de tes besoins le jour du marché. C'est ça, tout est récolté le jour même, on n'a pas de frigo. Pareil, c'était par souci d'économie au départ. Ouais, les clients, ils apprécient grandement. Nickel. Voilà, on en prend encore un si on en trouve un. Et puis on sera pas mal. Ce sera le dernier celui-là. Hein. Bonjour Lorraine. Hello. Donc toi aussi, comme Johan, tu es en train de tout préparer pour le marché à Meisenthal tout à l'heure? Ouais, c'est ça. Moi, je conditionne les patates parce qu'on a beaucoup de monde à Meisenthal. Du coup, je fais des sachets de 1 kg de patates pour que les gens aient juste à les prendre et qu'ils puissent faire leurs courses sans qu'on ait à les peser directement. Ça fait gagner du temps. Ouais, ça fait gagner beaucoup de temps et comme ça, les gens évitent d'attendre trop longtemps, surtout quand il pleut. Parce qu'ils sont bien gentils à Meisenthal, mais ils attendent quand même un petit peu. Et pour toi aussi, c'est tout un changement de vie depuis que vous avez créé la ferme Affable. Comment toi, tu te sens dans cet environnement? Oh bah, je me sens bien, hein. C'est un choix. Donc, mais oui, ça n'a rien à voir. On était dans des métiers complètement différents. Et là, bah, on est bien, on aime ce qu'on fait, c'est beaucoup de boulot, on se lève tôt, on fait des très longues journées. On ne compte pas nos heures, mais on aime ça, donc on n'a pas le droit de se plaindre, on l'a choisi. Du coup, pour le mettre en sachet, bah, c'est tout simple, hein. Je prends les sachets, je mets 1 kg. S'il y a un petit peu plus que 1 kg, c'est pas grave, il faut juste pas qu'il y ait moins. Et après, je les referme bien et je les mets dans la caisse, comme ça pourra partir pour le chargement. Et à chaque fois, par exemple pour le marché, tu prévois combien de kilos En ce moment, environ 60 kilos. Okay. Et j'ajuste en fonction des saisons. Les gens mangent plus ou moins de patates. Mais en général, je prépare 60 kilos et il y a tout qui part, quoi. Ok. Voilà. Mais là, je pense qu'on arrive dans l'automne. C'est le moment où ils vont en consommer les de plus en plus. raclettes. Voilà, ouais. Donc, il faut de la pomme de terre. Là, on va récolter les figues. Alors, les figues, c'est un truc que tu verras pas partout, pas beaucoup, parce qu'il faut être un peu... Tout le monde m'a pris pour un cinglé quand j'ai mis les figuiers dans une serre, voilà, mettre des arbres dans la serre. Ben, c'est un peu contre-intuitif parce que dans la serre, c'est là où on veut mettre tout ce qui pousse, on veut mettre le plus possible pour gagner le plus d'argent. Donc, c'était un peu bizarre, mais voilà, c'est les idées qu'on a à la ferme Affable un peu. Donc là, on doit toujours les couper pour pas qu'ils nous arrachent le toit. Là, c'est la ronde de Bordeaux, donc c'est de la petite figue, on mange tout en entier. C'est comme un petit bonbon. Elle est soi-disant la meilleure variété gustative du monde. Et en fait, c'est celle que les chefs ils utilisent parce qu'ils peuvent la mettre en entier ou couper en deux dans les assiettes. Et voilà quoi. Et donc l'intérêt de l'avoir sous serre, c'est qu'on s'assure une maturité superbe. Et là, il pleut, tu vois, mais les figues sont pas abîmées, elles sont très belles. Et l'avantage de la figue pour nous aussi, c'est que c'est un produit qu'on peut pas transporter. Ça s'abîme très vite. On ne peut pas le mettre en chambre froide, ça ne tient pas très longtemps, ça ramollit vite. Donc c'est un produit qu'il est difficile de trouver en grande qualité, à prix abordable dans les supermarchés ou quoi. On en trouve très rarement, à part séché ou alors confit, mais en frais comme ça, parce que en fait, ça s'abîme hyper vite et pour les grandes surfaces, c'est très difficile à assurer, quoi. Donc quand elles sont mûres, elles ont une belle couleur violette, bien prononcée. Elles sont un petit peu molles et des fois aussi, elles vont commencer à s'incliner. Donc là, par exemple, et on le prend ici, on bouge un peu vers comme ça, et en fait, ça casse au niveau du nœud. D'accord. Et on essaye de pas trop toucher parce que c'est très sensible. Donc, quand on touche, bon, là, ça va, t'as des mains fines, t'as pas l'air d'être un bourrin, mais du coup, et on la pose délicatement. Parce que si on appuie, ça s'écrase, quoi. C'est hyper fragile comme truc. Donc, du coup, voilà. Et après, tu vois, il y a même celles qui sont dans l'arbre. Donc là, il faut vraiment aller les chercher. Non, ça, c'est ce que je préfère. Okay. Je pense que je suis le seul à aimer faire ça parce que c'est un petit peu... Mais moi, j'adore le côté un peu jungle. Donc là, tu vois, là, sur ce sur quoi je suis debout, c'est une couche chaude. Donc c'est finalement un tas de fumier frais qui est réel. On va dire une lasagne de fumier frais, puisque c'est fait couche par couche, qu'on va venir faire entre le 15 décembre et le 15 janvier.
Et en fait, c'est du fumier frais. Donc, on lance la fermentation. Donc, il va monter à 75 degrés et après, il va descendre tout doucement. Et ce qui nous permet de chauffer l'espace de culture à 25 degrés quand il fait moins 15 dehors. Et en fait, ça nous permet de faire partir nos plantes et ça nous permet surtout d'avoir une précocité énorme. Par exemple, les fraises, on les récolte le 10 mars et les courgettes, on les récolte le 10-15 mars aussi. Il neige dehors souvent et on récolte les courgettes et on est en même temps que dans le sud de la France. Et donc ça, c'est super bien. C'est un boulot monstre, mais je t'inviterai à venir voir si tu veux, un de ces 4. Avec grand plaisir. Oui, parce que c'est assez unique en plus. Ouais, c'est rare de voir ça. C'est vrai. Alors, c'est une technique qu'on n'a pas inventée. Hein. C'est une technique qui est ancestrale, qui date du 19e siècle. C'était les maraîchers de Paris qui étaient considérés parmi les meilleurs du monde qui faisaient ça à l'époque avec les crottins des chevaux de l'armée. Parce qu'avant, l'armée, ils avaient des chevaux et donc en fait, ils avaient plein de crottins et ils utilisaient ça pour cultiver. Et ils arrivaient, tiens-toi bien, à avoir des melons dehors, donc en 1800 et des brouettes. Ils avaient des melons dehors au mois d'avril. Ah oui. Donc nous, on est loin de cette maîtrise de la technique. Et aujourd'hui, il y a encore pas mal de jardiniers, je pense, qui l'utilisent. Quelques maraîchers potentiellement aussi dans le sud de la France. Mais c'est surtout pour faire germer les graines. Et ce n'est pas à si grande échelle que nous. Nous, c'est vraiment des grandes couches chaudes, comme ils faisaient à l'époque. Et en plus, nous, on a la particularité de cultiver dessus. C'est-à-dire qu'on va mettre encore 20 à 30 cm de terre au-dessus. Et donc, nous, on ne s'en sert pas seulement pour faire germer nos graines, on s'en sert pour cultiver. Donc, les légumes sont plantés directement dessus. C'est hyper complexe à gérer, c'est beaucoup de boulot, mais ça fait des merveilles en termes de résultats, quoi. Attends, je vais te faire descendre celle qui est au-dessus de ta tête. Attention. C'est vraiment une plante qui est marrante, la figuier. Je crois que c'est le truc que j'ai préféré récolter. Et donc, avant d'ouvrir la ferme affable ici, qu'est-ce que tu faisais ? Du coup, moi, j'ai eu un parcours un peu virevoltant. J'étais tout d'abord, ma formation initiale, c'était ingénieur du son. Ok. Donc, je m'occupais de salles de concert, de salles de conférences. Voilà, j'étais salarié puis à mon compte. Donc voilà, et après, j'ai arrêté ce métier, mais je me disais qu'il me fallait quelque chose de physique parce qu'en ingénieur du son, pendant les festivals, on faisait 100 heures semaine, quoi. Ah oui. Et j'avais un ami qui avait une ferme, donc je suis allé bosser chez lui et ça m'a conquis. Oui, tu as eu le coup de cœur tout de suite. J'ai eu le coup de cœur tout de suite, ouais. Et tu t'es dit que tu allais te lancer toi à ton tour dans cette aventure ? C'est ça. Et après, du coup, avec Laurent, on en a discuté. On s'est dit que c'était un super projet de vie, etc. Laurent, elle était assistante sociale, non pas assistante sociale, elle était éducatrice spécialisée. Ok. Et à la base, elle ne voulait pas forcément travailler tout le temps avec moi. Elle voulait garder son métier. Mais en fait, quand on est arrivé ici, ça a débarré sur le quart de tour. Et du coup, ça a marché. Alors, elle m'a rejoint. Mais à la base, c'était censé être moi tout seul au début, quoi. Ok. Et voilà. Et après, j'ai été aussi à l'université en parallèle quand je bossais dans les fermes. En parallèle, je faisais des études d'anthropologie. Voilà, j'ai un peu virevolté dans plein de choses, quoi. Et tu t'es formé ensuite pour être maraîcher ? Ouais, je me suis formé beaucoup sur le terrain. J'ai travaillé dans énormément de fermes. Et après, j'ai fait le bac pro responsable d'exploitation agricole, donc le diplôme. Mais je ne l'ai pas fini parce que je m'ennuyais. Et je me disais, bon, est-ce que je fais des années d'école ou est-ce que j'arrête ? Et j'ai arrêté en cours de cycle et je me suis lancé sans diplôme, quoi. Ce qui n'est pas forcément bien en soi, mais voilà, dans mon tempérament, ça n'allait pas, quoi. Ça allait pas assez vite pour moi, quoi. Et aujourd'hui, c'est une vraie passion parce qu'on sent que tu fais beaucoup de recherches aussi par rapport à tout ça, aux terres. Enfin, c'est aussi une ferme qui est assez particulière, donc. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment. Je pense que passion, c'est le mot pour nous tous, hein, d'ailleurs. Il y a vraiment quelque chose du métier qui est rentré en nous. Enfin, voilà, moi, ça fait partie de ma vie maintenant. C'est vraiment quelque chose. Des fois, je viens juste pour voir mes plantes, pour regarder. Avec Lorraine, on regarde. Et puis, c'est vrai qu'il y a le côté compréhension. En fait, c'est très, très complexe parce qu'on maîtrise quasiment rien. Et ça me plaît. C'est-à-dire qu'on peut se dire, chaque année, on réussit quelque chose. L'année d'après, ça rate parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a déjà nous, notre humeur, notre machin, les plans qu'on a faits. Et puis après, il y a toute la nature. Les années, elles se suivent, elles ne se ressemblent pas. Ça, je pense que tu as remarqué. Le changement climatique. Mais nous, on ne le vit pas comme une contrainte. On ne va pas pleurer parce qu'il y a le réchauffement climatique. Mais ça fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quelle plante va pousser, on ne sait pas quel insecte va apparaître, on sait pas. Et ça donne une quantité de défis astronomiques.
Et voilà, des fois il fait chaud en juin, des fois il fait chaud en mars, des fois il pleut une année comme l'année dernière. Et en fait, c'est tout le temps différent. Et il faut réussir à improviser. Et en fait, c'est ça qui, moi, me plaît beaucoup dans ce métier, c'est que c'est pas du tout un métier où, souvent, il y en a beaucoup qui croient ça, c'est on décide qu'est-ce qu'on va planter où, tac, tac, tac. En fait, c'est de l'impro. Parce que c'est des petits... là, il pleut, est-ce qu'il va continuer à pleuvoir? Ouais, bon, je vais planter ça plus tôt parce que je sens que... Voilà. Et des fois, ça paye, des fois, ça paye pas du tout, quoi. Voilà. Oui, c'est des défis au quotidien. C'est ça. Et c'est un métier d'improvisateur. On n'est pas un chef d'orchestre où on est là et puis on lit une partition et on la fait jouer par quelqu'un. Non, c'est de l'improvisation constante. Alors, on a le plan de culture, on sait ce qu'on va planter, ce qu'on va semer à peu près quand. Mais en réalité, en fonction de la météo, en fonction de est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il n'y a pas de vent, est-ce que la serre, elle s'est envolée ou pas, est-ce qu'il y a eu des insectes, est-ce qu'il y a eu des souris qui ont mangé les graines, il y a tellement de choses. Est-ce que nous, on était malades, pas malades? Ça, c'est comme tous les chefs d'entreprise. C'est tellement multifactoriel qu'on est obligé de tout le temps se démerder. En gros, c'est ça. Lorraine, Johan, on voit tout ce que vous avez déjà créé en 5 ans d'existence. Est-ce que vous avez encore des projets maintenant pour la suite? Pas de nouveaux projets. Je pense que là, pour l'instant, on a déjà bien à faire. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais dans l'idée, essayer de s'améliorer, toujours produire un peu mieux, peut-être sur un peu moins de surface pour se préserver et continuer notre activité sur le long terme. Moi, dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. Oui, voilà, il n'y a pas de nouveau projet qui naîtra. Je pense qu'on a effectivement déjà beaucoup de choses, on est déjà pas mal, mais on veut s'améliorer, voilà, sur les couches chaudes. Et surtout, effectivement, ce qu'elle dit, c'est hyper important, c'est réduire la surface. Plus on s'améliore, plus on réduit la surface cultivée, plus on fait de meilleurs chiffres d'affaires, on va dire, pour parler vulgairement, mais en travaillant moins. En fait, on veut des gains de productivité, en gros, c'est ça, quoi. Puisque, effectivement, on fait tout à la main, et là, on est jeune, donc ça va, mais on se doute bien que... Dans 10 ans, ce ne sera pas la même. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et merci beaucoup de nous avoir accueillis ce matin pour découvrir un petit peu les coulisses de la ferme affable. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Avec grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro en immersion.